Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Héloïse Moignot, la cofondatrice de Slow We Are, la plateforme de référence de la mode éco-responsable. Et donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde sur le thème du recyclage et de l'upcycling. Donc, je tiens déjà à remercier nos intervenants pour leur participation, ainsi que toutes les équipes qui ont participé à l'organisation des Fashion Green Days, et puis, bien entendu, leurs partenaires. Donc, me concernant, il y a quelques années, j'ai transité vers un dressing éco-responsable. Et en tant que consommatrice, je me suis rendu compte combien il était difficile de trouver des marques en phase avec mes valeurs et d'avoir accès à une information fiable et pertinente sur l'origine et sur les conditions de fabrication de leurs produits. C'est ainsi pour guider le consommateur et l'aider à simplifier sa vie vestimentaire que nous avons créé avec mon associé Thomas Ebélé Slow We Are, qu'on a vraiment pensé comme une boîte à outils avec un guide des boutiques, un magazine, un club et des événements pour promouvoir la mode éco-responsable. Aujourd'hui, Slow We Are se positionne en tant que tiers de confiance entre les marques et les consommateurs. Alors, pour repositionner un petit peu le contexte avec cette table ronde, quelques mots de définition par rapport au recyclage. Donc, le recyclage consiste à utiliser des fibres recyclées, même synthétiques, et permet de ralentir l'extraction des ressources et bien entendu les cultures intensives, ce qui permet de réduire l'empreinte environnementale des vêtements conçus à partir de fibres recyclées. L'upcycling consiste à utiliser des textiles usagés pour créer de nouveaux vêtements ou accessoires. Donc ces activités génèrent la naissance aussi d'un nouvel univers créatif et on va en parler tout à l'heure. Alors pourquoi parle-t-on de mode durable, de mode circulaire, de zéro déchet ? Alors ce n'est un secret, je pense ici pour personne, la production de vêtements a doublé ces 15 dernières années, alors que le nombre de fois que nous portons nos vêtements avant de les jeter a énormément baissé. Cette année, en France, nous produisons des centaines de milliers de tonnes de déchets textiles. Et seulement 30% de ces déchets sont collectés et valorisés, et moins de 1% sont recyclés. Selon le dernier rapport de la fondation Ellen MacArthur, 73% du textile mondial finit incinéré ou en décharge. Donc, le meilleur déchet est par essence celui qu'on ne produit pas. Bea Johnson, une Française installée aux US, a choisi un jour de ne plus produire de déchets. Un vrai défi. Alors, des marques, des entrepreneurs du changement ont décidé justement de relever ce challenge. Plus qu'un produit, plus qu'un vêtement, plus qu'une mode, le textile recyclé, upcyclé, remplit non seulement ses fonctions de base, nous habiller, mais il est également un vecteur d'intégration sociale et un outil de créativité. Alors, quels sont les trésors, les atouts cachés du recyclage et de l'upcycling ? Alors que nous soyons un filateur, un confectionneur, un designer ou un simple consommateur, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour prolonger la vie de nos vêtements de manière vertueuse. Alors, après une rapide présentation de l'activité de nos intervenants, nous tenterons de vous donner, à travers cette table ronde, des éléments de réponse sur la thématique du recyclage et de l'upcycling. Et bien entendu, nous avons prévu un moment d'échange en fin de table ronde pour que vous puissiez aussi poser vos questions. Alors, je vais présenter donc rapidement nos intervenants. Donc voilà, j'ai le plaisir donc d'accueillir Julie de l'Indispensac, Julie Marbercher, responsable communication donc de la marque, qui fait partie des Tissages de Charlieu. Donc l'Indispensac propose, alors elle en a avec elle un tote bag en fibre recyclée, fabrication 100% made in France. Voilà, donc on va en parler en détail tout à l'heure. Marcia de Carvalho. Donc, elle est la styliste et la créatrice des chaussettes orphelines, un concept autour de la valorisation de nos chaussettes dépareillées. Et on doit en avoir beaucoup dans nos placards. Elle a notamment remporté le prix du jury de l'innovation par la ville de Paris en décembre 2017. La Vie est Welt, donc avec Hubert Mott, qui est le fondateur de la marque. Donc, c'est une marque locale qui va bientôt fêter ses 1 an d'activité. Et en quelques mois, il a réussi à récupérer, finalement à recycler 2000 pneus de vélo. Et pour continuer, Anaïs Dautet de Vermel Dérécupérable, donc une marque parisienne qui, depuis 2016, collecte chutes de tissus, linge de maison, ameublement pour donner vie à des créations fortes en imprimé. Et pour terminer, Emmanuelle Vibert, donc journaliste spécialisée dans l'écologie depuis 12 ans. Elle écrit des livres pratiques sur le bio, et pas que. Elle est d'ailleurs l'auteure de Couture et Cup, un livre ludique dédié au grand public pour limiter le gaspillage vestimentaire. Donc, je vais
commencer à poser les premières questions pour les intervenants. Donc, Marcia, on va commencer par toi. Voilà. Pourquoi, avec les chaussettes orphelines, tu as décidé de te tourner vers l'upcycling et le recyclage? En quoi cette solution te semblait plus pertinente? Attends, c'est bon. Si, c'est bon. C'est bon. Oui, voilà. Bonjour. Tout d'abord, nous sommes super contents d'être ici. C'est une belle initiative numéro 1. Donc, bravo aux organisateurs et aussi à Héloïse qui organise plein de choses intéressantes. Il y a tellement de gens ici, qui organisent des ce qu'il faut pour qu'on puisse effectivement changer les mentalités, sensibiliser de plus en plus la population pour qu'on puisse consommer autrement. Pour répondre à ta question, en fait, Héloïse parlait du recyclage. Il y a tellement peu de choses qui sont recyclées finalement dans la mode. Et les chaussettes et les petites pièces, elles représentent 10% seulement, c'est-à-dire qu'il y a environ 300 millions de pièces mises sur le marché. Il y a seulement 10% qui se retrouvent dans les centres de tri. Ça, ce sont des chiffres que des côtés LC. Et la raison, c'est que les petites pièces, les gens n'osent pas donner dans les centres de tri, donc ça va, c'est vite 90% de poubelles, quoi. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, chaussettes orphelines en sens, les petites pièces ont besoin d'être recyclées. Et aussi parce que c'est léger, et parce qu'on a besoin de légèreté pour parler de sujets graves. Hubert, de ton côté, avec les vélos, les pneus de vélo, quel est finalement, qu'est-ce que tu veux démontrer à partir de cette activité, la vie est belle? Pourquoi j'ai fait ça, du coup? Voilà, ouais. Top. Moi, c'était d'abord un choix personnel. Je me suis posé cette question que vous êtes sûrement déjà tous posé une fois devant votre glace ou pas, de dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour essayer d'être un peu heureux avant de penser écologie et social. Et moi, il se trouvait que j'avais eu la chance de bosser 3 ans chez Decathlon. Je faisais des produits. J'étais ingénieur produit. Ça me plaisait bien de passer d'une idée à un produit concret. Mais je me rendais compte qu'il manquait un défi. Il manquait en effet du sens derrière tout ça. Et puis j'ai eu la chance, à la suite de Decathlon, de partir 6 mois en Colombie. Et c'est là-bas que j'ai trouvé mon sens, quand j'ai vu pas mal de déchets dans les bidonvilles des quartiers sud de Bogota. Et quand j'ai vu pas mal de gens dans ces mêmes quartiers qui avaient un quotidien relativement triste. Et c'est là que j'ai senti au fond de mes tripes que ça me ferait, en tout cas, plaisir. Et je serais, je pense, heureux de trouver une solution à ces deux problèmes. Et du coup, j'en suis venu à La Vie est Belle. Continuer à faire des produits, certes, mais qui ont un impact positif. Notre impact, c'est de recycler des pneus de vélo usés. Il y en a plus de 10 millions tous les ans en Europe qui sont broyés et brûlés. Et puis d'aider des gens qui sont aussi en galère. Il y en a chez nous, à Tourcoing. J'ai Christophe et Gaëtan, 2 personnes qui sont en situation de handicap et qui aujourd'hui font des ceintures 35 heures semaine. Voilà. Ils sont plus de 500 000 en fait en France, des personnes handicapées qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? On fait des ceintures. Elles sont cool en plus. Alors, on connaît effectivement. Alors, peut-être que Anaïs, toi, tu as aussi ton point de vue sur la question. En quoi cette solution te semblait quasiment, je pense, évidente pour toi de faire finalement une collection avec des vêtements upcyclés? Effectivement, voilà, je pense qu'on est tous réunis aujourd'hui pour se poser des questions et voir quel impact on peut avoir. Et effectivement, la question personnelle se pose aussi beaucoup. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une ressourcerie qui s'appelle la ressourcerie de la Petite Roquette dans le 11e arrondissement, pionnière en la matière. Donc une ressourcerie, c'est un établissement qui gère sur un territoire donné un centre de tri, de collecte, de revalorisation et de revente, et surtout de sensibilisation à ces nouvelles pratiques. Et puis je voyais arriver au quotidien ces kilotonnes de textiles et je me suis dit mais à quoi ça sert d'aller reproduire de la matière alors qu'en fait il en existe énormément.
Donc je me suis intéressée à la consommation des ménages puisque ça nous touche en direct. Donc j'ai créé un premier partenariat avec le Relais Val-de-Seine pour aller sourcer des rideaux vintage avec des prints incroyables. Et puis récemment, plutôt racheter des fins de rouleaux issus de l'industrie du textile. Les chiffres sont pas exacts, je m'aventurerai pas sur une estimation de l'enfouissement, de l'incinération, de l'export, du stock infini de ces matières-là, mais en fait c'est une véritable source. C'est aussi une force de leur proposer tout simplement de passer à un actif qui devient passif, de les racheter. Et puis de surtout raconter une histoire avec. Et récemment, je me suis aussi intéressée aux reliquats de production, aux matières non conformes au cahier des charges, donc dans l'industrie du textile, sur des vêtements qui sont destinés, sur des tissus qui sont destinés à faire des vêtements de travail, donc qui ont une super résistance. Ce qu'il faut aussi penser que ces matières-là, que ça soit les rideaux vintage ou ce tissu haut de gamme, ou encore ces matières destinées à l'industrie du vêtement de travail, sont des matières hyper résistantes et donc du coup en bout de chaîne plus facile à recycler et plus facile aussi à garder dans la durée puisque plus résistant. Il y a une question sur le recyclage, mais je pense que tu seras plus à propos pour revenir sur le sujet. C'est que aujourd'hui, avec la dépréciation des matières, leur faible qualité, puisque accélération et puisque à la rigueur relâchons le mot fast fashion, on a un problème derrière en recyclage parce que les fibres, quand on est en fil cardé, un petit peu technique, mais on est quand même dans la maison du textile et de la technique, sont plus courtes. Et donc, du coup, ça pose un problème en bout de chaîne sur le recyclage. Donc voilà. Donc pourquoi? Parce que c'est une évidence et effectivement, il faut savoir réinventer la roue quand elle fonctionne plus, n'est-ce pas Hubert? Quand ça tourne plus rond. Et puis également, pour citer Pierre Rabhi, faire sa part et donc produire aussi en atelier d'insertion avec Angélique Tavernier qui doit être dans la salle, qui a eu l'audace et le courage de monter un atelier de confection en insertion et qui permet du coup à des personnes non pas en situation de handicap, ce n'est pas une ESAT, c'est un atelier, donc un ACI, atelier chantier d'insertion, de permettre à des personnes de retrouver un emploi et de retrouver la dignité par l'activité économique, pour la faire courte. Merci Anaïs. Alors je vais poser un peu la même question à donc Julie par rapport au tissage de Charlieu, pour que tu puisses nous expliquer voilà, pourquoi vous avez décidé de travailler les fibres recyclées. Bonjour à tous. Donc les tissages de Charlieu, c'est une entreprise qui fabrique du tissu uni et jacquard pour l'habillement, qui produit 3 millions de mètres de tissu par an. Et donc se pose la question que ces 3 millions de mètres se retrouvent dans la nature et ça serait quand même intéressant de réfléchir en amont au niveau de nos approvisionnements de fil de quel impact, comment est-ce qu'on peut minimiser notre impact. Et donc aujourd'hui on est à 30% de nos matières premières qui sont bio ou recyclées, avec cette part croissante dans l'idée que nos tissus aient un impact environnemental le plus maîtrisé et le plus faible possible, et que ce soit un standard et que ce soit plus quelque chose de anecdotique dans notre production. Après, évidemment, comme on est nos clients, donc c'est des marques de prêt-à-porter qui ont des contraintes de coût assez importantes, se pose évidemment la question du prix des fibres recyclées. En fait, ça dépend de quelles techniques sont utilisées, du polyester, du coton recyclé. Et aujourd'hui, on arrive à trouver des fibres qui sont en tout cas quasiment au même prix que les fibres standards, on va dire. Donc, il n'y a aucun frein à aller dans cette voie-là. J'ai posé la question un peu identique à Emmanuel, qui a une autre démarche, puisque finalement, j'aimerais surtout qu'on parle du livre que tu as donc écrit. Qu'est-ce qui t'a un jour motivé, justement, parce que tu viens plutôt du domaine, tu écrivais beaucoup sur l'alimentation, qu'est-ce qui t'a motivé un jour à te dire, voilà, peut-être que ce serait intéressant d'écrire un livre plus tourné vers le vêtement, parce que vraiment, il faut résoudre ce problème du gaspillage vestimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, je pense que tu me poses la question de l'alimentation pour faire le parallèle peut-être entre les deux secteurs. Après, je vous raconterai comment est né ce livre peut-être, mais c'est vrai qu'il est intéressant parce que les prises de conscience des consommateurs, elles sont très progressives et elles n'arrêtent pas d'évoluer depuis peut-être une quinzaine d'années. Et elles ont commencé par l'alimentation.
on a tous, enfin, je pense que tous ici, un jour, vous avez commencé à vous dire qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, je vais acheter du bio, c'est meilleur pour la santé, etc. Et puis, ça a contaminé petit à petit d'autres secteurs. Oh, merci. Il faut regarder la ceinture aussi qui est en pneu, hein, pendant qu'on y est. Et la mode est venue plus tard, hein, la prise de conscience sur la mode et sur les impacts de notre consommation ici, à l'autre bout du monde. Et justement, moi, ce livre, il est né... en fait, l'idée de ce livre est née après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui a tué un peu plus de 1000 ouvriers et ouvrières surtout. Je voulais faire un livre d'enquête sur l'industrie de la mode et dérouler le fil de cette catastrophe pour raconter ce que c'était que la fast fashion et tous les problèmes qui allaient avec. Je suis allée voir l'éditeur Thomas Bou de Rue de l'Échiquier avec ce projet-là. Il était enchanté, on a topé, on a dit ok, c'est parti. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas le moment pour ni lui ni moi de faire ce projet. Moi, c'était pas le moment pour moi d'aller faire des enquêtes au Bangladesh. Et puis ni pour lui de les financer. Et puis on a laissé un peu passer le temps. Et un jour, il m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je suis venue le voir avec mes petits croquis et mes chiffons et mes vêtements cousus dans une valise parce que je suis couturière amatrice. Ma maman m'a appris à coudre sur la table de la salle à manger quand j'étais petite. J'ai des compétences de base, mais voilà, je couds de temps en temps. Et puis ces dernières années, avec très peu de temps, voilà, les enfants, la vie, le travail. Donc je faisais de plus en plus des choses très rapides et avec une obsession très développée pour la récup. Voilà, et de plus en plus. Et donc, je commençais à dessiner des petites choses avec des carrés, des rectangles, voilà, vite fait, bien fait. Et je suis venue le voir avec ça. Et puis, on s'est dit, on va faire un guide qui, à la fois, raconte un petit peu, donne des infos sur ce que c'est que l'industrie de la mode et ce qui coince dans l'industrie de la mode. Et évidemment, le gaspillage. Et proposer, en réaction à ça, à tout le monde, de coudre ses propres modèles hyper simples, accessibles à des débutants, voilà, comme une manière de résister, parce que le mouvement du do it yourself, il s'étend dans tous les secteurs pour plein de raisons fabuleuses, parce que on a tous envie de s'y mettre, de mettre la main à la pâte, c'est un vrai plaisir, et c'est aussi une façon de résister à une industrie qu'on dénonce. Et pour refaire le parallèle avec l'alimentation, moi ce que je trouve très intéressant dans les compétences qui se diffusent dans la couture, aujourd'hui, parce qu'elles sont en train de se diffuser, ça a sauté quelques générations. Voilà, il y a plusieurs décennies, beaucoup plus de monde, des femmes essentiellement savaient coudre. Aujourd'hui, il y a toute une génération, hommes et femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir après avoir jeté un œil au livre en disant oh, mais je veux apprendre à coudre, ou alors qui me disent mais moi aussi je couds, tu sais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait plein de gens qui aient envie de se réapproprier ces savoir-faire et qui soient en train de le faire. Et que c'est des savoir-faire en cuisine, c'est la même chose aussi. Il y a de plus en plus de gens qui mettent la main à la pâte. Et c'est aussi une forme de résistance à l'industrie, cuisiner, récupérer les restes, etc. Et c'est aussi l'idée qu'on peut s'acheter un vêtement hyper bien coupé, fait par un créateur voilà, qu'on adore et qui a des compétences très poussées, mais aussi on peut se faire soi-même un vêtement très simple et qui va finalement bien tomber, même s'il est hyper simple, et voilà. Comme on peut aller dans un grand restaurant, manger des plats d'exception et se faire un œuf à la coque délicieux chez soi avec des compétences de base. Et dans la couture, on ose beaucoup moins aller vers la simplicité. En cuisine, ça, on sait qu'on peut faire des choses très bonnes et très simples. En couture, on sait moins que avec quelques compétences de base, les gens ont peur de rater, que ça n'avait pas d'allure, etc. Ben en fait, si, c'est très possible aussi de faire des choses très simples et je pense qu'il y a des peurs à voilà. Tout le monde peut le faire, coudre. Justement, excellente transition, puisque je voulais savoir
quelle était la place du design justement dans votre processus de production et même créatif finalement? Alors peut-être Anaïs, toi qui aime beaucoup justement parler de mode, tu peux nous en parler? Le process créatif. Effectivement, la mode responsable a eu un défaut d'image pendant quelques années. On l'a apparenté à un pull qui gratte et une toge en lin. J'ai connu, moi, ça dans le sud de la France quand j'étais petite. Effectivement, la toge en lin Ayatollah du bio, c'était formidable. Mais effectivement, en termes de mode à proprement parler, c'était pas assez renversant. Donc, en fait, c'est simplement qu'il n'y a aucune différence. Les esprits créatifs sont là. Il faut simplement les laisser s'exprimer comme dans n'importe quelle maison. Mais je pense aussi qu'il faut le prendre un petit peu plus au global et intégrer la communication là-dedans. C'est vrai que si on voit, Pauline ou Charles, une image de la slide avec un visuel, c'est super parce que du coup, c'est un peu plus concret. Charles, est-ce que tu peux mettre la slide des récupérables? Merci. Ah, c'est ça. D'accord. Bon. Très bien. Donc voilà, c'est d'avoir directement un parti pris qui soit mode et qui fasse absolument pas de différence. C'est des choses qu'on dit depuis un certain temps. Donc effectivement, oui, dans tous les magazines, c'est parfois le titre qui dit est-ce qu'on peut concilier mode éthique et esthétique. Évidemment, oui, c'est possible. Je pense que c'est réellement à la portée de n'importe quel styliste. Pour la peine, je suis autodidacte, donc de n'importe qui a envie de faire du beau et qui a envie surtout de s'exprimer et de donner quelque chose à voir et à offrir. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est pas plus un outil finalement le recyclage, l'upcycling pour ton processus? Est-ce que c'est pas finalement une ressource Oui, c'est une excuse. Effectivement, quand on me demande quelle est ma principale valeur ajoutée, je pense que c'est le design des pièces. Et en même temps, il fallait que je fasse quelque chose dans cette matière, puisque j'étais dans ces ressourceries et dans ce processus et dans la prise de conscience que je pense qu'on a tous eu ici il y a quelques années. Donc effectivement, c'est simplement un prétexte. Et puis c'est aussi le voir vraiment très très au global. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crée des défilés à chaque sortie de collection. Donc la dernière était Escale. Donc c'est l'image de droite ou celle-ci. Ça, c'est la médiathèque Françoise Sagan. Et donc là, c'est un engagement qui dépasse un petit peu la mode, puisque c'est plus un engagement sur la femme, sur la position de la femme, puisque c'est une médiathèque qui est anciennement une prison pour femmes d'une fameuse rue Saint-Denis à Paris. Donc on voit un petit peu le contexte. Et c'est surtout dire que voilà, un défilé, c'est aussi un objet social. Qui est-ce qui est invité à un défilé? Aujourd'hui, certaines clientes, les meilleures clientes de Dior, sont éliminées du front row, donc du premier rang, pour avoir des blogueuses ou pour avoir des influenceurs, parce que voilà, c'est la société de l'image. Et donc moi, au front row, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'avoir Héloïse, c'est d'avoir Ariel Lévy du Notre Mode est Possible, Marion qui est styliste, d'avoir cette communauté, en fait, cet écosystème. Et surtout, c'est d'avoir tout simplement l'équipe d'Angélique Tavernier, donc Angélique qui vient, donc c'est ce qu'on appelle les petites mains, moi que j'appelle des, comme dirait About a Worker, des personnes avec des compétences incroyables, et que eux aussi soient invités et inclus dans ce système créatif, et de leur redonner, parce qu'en fait c'est tout simplement remettre un peu d'équité dans ce système-là, et le défilé est tout simplement un outil de communication pour le faire. Et puis c'est surtout les clientes qui viennent aussi, puisque ce sont à elles qu'il faut redonner, puisque c'est elles qui font vivre la marque, puisque paraît-il il faut vendre pour exister. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait bien. Et d'ailleurs, si on parle business, c'est aussi important d'être transparent sur ça. Et quand on demande, mais en fait, comment, c'est quoi le rendu? Pour vous donner une idée, on a sorti cette collection donc le 4 avril. Et on a vendu 200 pièces en 3 semaines et demie, 1 mois. Et c'est important, du coup, ça montre, je pense, l'engouement du public pour cette mode responsable, mais aussi l'accessibilité, d'avoir des choses qui sont portables et donc, du coup, qui sont réellement mode, mais qui peuvent être aussi plus discrètes. C'est-à-dire que ça existe en gris, quoi. Voilà, pour n'affoler personne. Et puis voilà, savoir aussi s'adapter à un marché, à une demande. Mais je me garde de la question purement créa, qui est un univers fabuleux dès l'instant qu'on y goûte. Merci Anaïs. Et justement, on parle d'upcycling, du recyclage. Pour moi, ça a toujours existé, mais dans l'esprit du consommateur, ce sont des pratiques plutôt récentes. Donc il faut toujours expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'upcycling,
qu'est-ce que c'est le recyclage. Alors, comment vous faites concrètement? Peut-être Marcia, tu pourras nous expliquer comment tu fais pour communiquer justement ton processus de fabrication, de production à partir de fils recyclés au consommateur final. Oui, donc la première chose, c'est les designs, parce qu'on est dans la mode. Donc les designs, c'est super important. Les gens viennent vers nous, il faut qu'ils viennent parce qu'ils aiment les produits, et après, on va expliquer c'est que notre produit a des différences, et les gens ne savent pas encore. Comme je suis dans les journées du merci, je voulais aussi remercier les pionnières de cette histoire, Ariel Lévy, Catherine Doriac et tant d'autres personnes qui sont ensemble dans cette sensibilisation sans fin. Mais en fait, les gens sont, une fois qu'on commence, on peut parler des heures avec eux parce que le sujet est tellement vaste et c'est tellement intéressant que donc, on va expliquer la fibre, on va expliquer effectivement les cardages, les fibres sont trop courtes, donc on va rajouter peut-être de la laine recyclée ou du lin, des fibres plus longues. Donc voilà, on échange avec les gens. Parfois, ils vont nous donner des super bonnes idées parce que justement, tout le monde a des bonnes idées. Ça suffit d'ouvrir les dialogues et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que toi aussi, tu as c'était ça, hein, voilà, c'est à toi. Alors nous, pas de problème avec les fibres, hein, vu qu'il n'y a pas de textile. Non, on n'a pas les mêmes problématiques, c'est clair. Par contre, nous, on a un déchet qui est relativement sale et un sujet assez controversé qui est le caoutchouc synthétique finalement. Comment il est fait et qu'est-ce que ça implique de le porter sur soi. Ça, c'était un des premiers gros sujets sur le projet La Vie est Belt, c'est de se dire c'est beau, l'idée d'impact social positif et d'impact écologique positif est chouette. Derrière, il faut un produit qui réponde aux normes de sécurité, parce que du caoutchouc, certains peuvent avoir quelques allergies. Heureusement, c'est bon, on a passé les tests et on a fait un gros process là-dessus. Et puis le deuxième accès, c'est de faire un produit, et on en parlait, c'est un peu tout notre enjeu, d'en faire un produit mode, chouette, qui a du style, qui est original. Et c'est finalement le premier gros sujet, c'est d'avoir un produit qui attire et de provoquer le désir chez l'autre, avant de l'histoire et du pourquoi qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, un peu autodidacte là-dessus. Je pense qu'on peut s'améliorer et on va le faire. Mais voilà, voilà notre enjeu. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à une question et je sais même pas s'il y avait une question. Mais... Je voulais rajouter juste une chose sur les propres, parce que vous imaginez bien qu'en s'agissant des chaussettes, les gens, la question est venue, oui, mais les chaussettes, est-ce que c'est propre, etc. Bon, donc on explique qu'évidemment, dans les processus de refaire les fils, il y a un procès de lavage, mais de toute façon, ça nous arrive hyper rarement de recevoir des chaussettes pas propres, d'une part, mais c'est très bien quand les gens demandent ça, parce qu'on va les rappeler qu'en fait, ce qui n'est pas propre, c'est toutes les matières que les poissons vont manger, qu'on va manger ensuite. Enfin, c'est ça qui est pas propre. C'est là la question. Donc, c'est très intéressant cette question parce que ça ouvre les débats sur qu'est-ce que c'est les textiles propres. Donc là, on parle de propreté. Donc, on a déjà quelques éléments de réponse. Mais est-ce que c'est durable finalement la fibre recyclée? Est-ce qu'elle va tenir dans le temps? C'est aussi une des questions qu'on peut se poser en tant que consommateur. Alors, Julie, peut-être? Donc effectivement se pose la question pour par exemple les fils en coton recyclé, les fibres sont beaucoup plus courtes et donc susceptibles de casser beaucoup plus. Nous aujourd'hui par exemple pour nos sacs, on est obligé en fait d'avoir donc la base du tissage, la chaîne en polyester recyclé et parce qu'il y a des contraintes techniques qui sont assez importantes et le coton recyclé, en tout cas celui qu'on a, n'est pas assez résistant. Donc je pense qu'il y a plein de techniques encore à inventer et des progrès à faire sur les techniques existantes pour être capable de proposer une fibre recyclée qui ait les mêmes caractéristiques que la fibre standard. Et ce que disait Anaïs, c'est aussi au moment de la création,
en fait, de penser déjà recyclage pour que quand on fabrique la fibre et le textile, et ben on ait cette idée de recyclage et que du coup, de favoriser ce process derrière pour que ça soit de meilleure qualité. Mais je ne sais pas si j'ai encore quelque chose. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pensais à ça parce qu'on parlait aujourd'hui et je me disais qu'effectivement, les polyesters recyclés, c'est bien parce que du moins, il y a des centaines aujourd'hui de pêcheurs, des campagnes, des gens qui travaillent dans la mer qui vont récupérer des déchets plastiques pour transformer ça en fibre. Mais n'empêche que quand on lave, on va encore polluer avec des micro-organismes, etc. Donc, en regardant son sac, je me disais, l'idéal avec ces fibres recyclées de polyester, peut-être que c'est de faire des choses qu'on lave moins, comme les accessoires, enfin moins les pièces trop près du corps. Je sais pas, il faut continuer à réfléchir, quoi. Alors une autre question qu'on peut se poser par rapport à l'upcycling et le recyclage, c'est la question du prix. Alors, est-ce qu'un produit upcyclé et recyclé est plus cher ou moins cher, ou est-ce que finalement ça dépend du produit en lui-même? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite un petit peu se lancer dans les explications? Alors, la mode responsable est-elle plus chère? Oui. Non. Le produit? Non. Ça dépend. Je vais préciser ma question. En fait, on peut s'attendre en tant que consommateur, et ça c'est des choses qu'on me demande de temps en temps, c'est est-ce que parce que c'est recyclé, du coup la matière a déjà existé, donc c'est forcément moins cher. Donc voilà, dans certains cas, les produits sont plus chers parce qu'il y a eu un processus de transformation, mais parfois ça l'est pas non plus. Donc c'est pas, voilà, je voulais justement avoir votre retour là-dessus. Alors, les prix, il faut les penser autrement, les prix, parce que quel est le coût, en fait, sur la planète du produit pas cher? Donc, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher? On peut pas comparer des choses... non, mais c'est vrai, non? Hein, c'est ça? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui est cher? Cher, c'est polluer, c'est détruire. Ça coûte très cher. Donc non, la mode recyclée, ce que nous faisons, c'est vraiment beaucoup moins cher. C'est vraiment, on fait de l'économie de la nature, de la vie, etc. Nous sommes des gens très économiques. Merci Marcia, parabéns. C'est ça, c'est quoi le coût et l'impact environnemental, l'impact social? Effectivement, quand on voit, comme tu disais, Emmanuel, l'effondrement du Rana Plaza et du coup le mouvement Fashion Revolution, qu'est-ce que ça coûte en coût humain, hein. Il faut quand même rappeler, je vais vous donner un truc super trash, mais qu'il y a une ouvrière textile qui meurt tous les 2 jours au Bangladesh. Juste voilà, pour mettre vraiment un peu de c'est un peu trash, mais c'est une réalité, hein, donc faut l'affronter à nu. L'impact, il y a quand même 70% des rivières en Chine qui sont polluées et le textile en est responsable pour 30%. Donc c'est assez colossal. Il y a d'ailleurs un proverbe chinois, alors on peut plus faire les accents maintenant, c'est plus drôle, mais quand même, qui dit que si on veut savoir la tendance de l'année prochaine dans la mode, il faut regarder la couleur des rivières. Voilà, on a de l'humour, mais quand même. Donc effectivement, comme disait Marcia, c'est quoi le coût et qu'est-ce que c'est cher? Aujourd'hui, si on regarde toute la mode affordable luxury, pour ne pas citer sans hommage Claudie Pierlot, donc le groupe SMCP, au demeurant avec un style fabuleux, quel est leur coût? C'est quoi le coût d'un vêtement? Vous avez forcément tous vu passer cette image avec le t-shirt où il y a marqué 0,01%, c'est la part du travail, donc du coût du travail. Donc quelle est la rétribution de l'humain là-dedans? Et surtout la problématique qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre avec une consommation infinie dans un monde aux ressources finies. Pourquoi soudainement tout le monde se pose la question de l'économie circulaire et de sortir de ce système linéaire? C'est tout simplement parce qu'on arrive à un mur de glace qui fond, à des déserts qui bougent. Alors oui, il y a une évolution climatique qui évolue de base, mais il y a aussi une accélération de ces changements-là. Et puis, dans les parfums,
il y a des parfums qui n'existent plus que de synthèse tellement il y a la magie de la nature qui a disparu, quoi. Donc effectivement, on est vraiment au pied du mur et c'est pour ça qu'on a interrogation sur les systèmes mode, parce que très polluants et parce qu'aussi, je le rappelle, si c'était une économie, ça serait la 7e mondiale au classement. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse, je pense, au global et pas que nous citoyens. Donc, est-ce que un top en rideau à 70 €, ouais c'est ça, 70 €, c'est cher? Je ne sais pas. En tout cas, on est en train de dégriffer et en fait d'analyser qu'est-ce que ça coûte en atelier, qu'est-ce que ça coûte en fait cette matière là pour l'upcycling. Hein. Je ne connais pas le sujet du recyclage pour en parler, mais c'est un procédé industriel lourd où il faut faire des investissements, etc. Mais en tout cas pour l'upcycling, déjà il faut identifier la matière. Un jour, j'ai envoyé les filles qui viennent faire des stages chez les Récupérables à Conflans-Sainte-Honorine, là où on va chercher les rideaux, et elles m'ont dit ah ouais, on a passé 6 heures. J'ai dit ouais. Donc, tu vois, normalement, je fais ça toute seule. Je m'éclate, c'est quelque chose que j'adore, mais c'est un coût, en fait, de passer du temps, d'y aller, de faire un partenariat, de dealer quelque chose qui soit équitable pour tout le monde, d'aller sourcer cette matière, ensuite de la laver, ensuite de la découper, ensuite l'envoyer à l'atelier. Tout ça en essayant d'avoir des bilans carbone moindres, en faisant du co-transportage, ce genre de choses, de circuler en électrique dans Paris, etc. Mais ça a un coût. Ça a encore un coût qui est très faible. Là, on est en train de monter une étude d'impact eau et d'impact carbone. En eau, bon, on est quasiment neutre. Si vous regardez d'ailleurs les super schémas sur Opal, c'est fabuleux, c'est quasiment égal à 0 en recyclage. Et en upcycling, encore plus, puisque on le lave et quand c'est des fins de rouleau, elles sont du coup dites neuves et il n'y a même pas besoin de les laver. Donc l'impact eau est fabuleux. Et pour un pantalon standard et le pantalon que je porte avec les poches déportées, on est à 300 fois moins d'énergie. Donc effectivement, voilà, c'est le ratio. Et après, c'est de se dire aussi, et ça, c'est ton credo et tu l'expliques à merveille depuis des années, c'est moins mais mieux. Et comment je réétablis un équilibre dans ma consommation mode et dans cette espèce d'insatiabilité de la fast fashion, de toujours plus aller combler des vides. Nous sommes, je le rappelle, des personnes manquantes, pour citer Lacan. On n'ira pas remplir des vides qui existent et qui sont de fait humains. En revanche, si on consomme un peu moins en se posant des questions et se dire tout simplement je vais pas aller dépenser 30-40 balles chez H&M, chez Zara ou chez C&A, mais qui ont une super politique RSE, attention. Je crois qu'il vient tout à l'heure. Mais de se dire voilà, je vais en fait ne pas consommer chez eux, de toute façon très exceptionnelle, mais en fait je vais aller repriser, recoudre, faire ce que j'appelle du do it toi-même, d'aller repriser, d'aller réparer la façon de nos grands-mères. On n'a absolument rien inventé sur l'économie des restes. Et de faire du troc, de l'échange des vides-greniers, et de temps en temps de se faire plaisir avec une pièce créateur. Et ben oui, en fait, si on n'a pas consommé pendant 3 mois à moyenne de 30 €, j'ai décidé comme ça, faut que j'appelle l'INSEE pour leur dire que c'est 30 € la consommation des ménages de mode, mais j'estime que c'est à peu près ça me semble logique. Ça fait 90 € de budget. Donc ouais, en fait, on peut s'acheter une super fringue qui va durer avec une transparence et avec un impact positif. Alors j'ai une question pour Emmanuel, toi qui a une vision un peu transversale aussi, dans d'autres domaines notamment. Est-ce que tu identifies le recyclage et l'upcycling comme une tendance de fond? Est-ce que tu vois une vision, est-ce que tu as une vision sur la mode circulaire dans du court, plus ou moins long terme aussi? Est-ce que tu vois vraiment la mode circulaire, voilà, vraiment de masse pour les marques de mode? Waouh. Non. non. Enfin, oui. Je pense que c'est frémissant. Voilà. Que si on reprenons la comparaison avec le domaine de l'alimentation. En alimentation, on sait maintenant et de plus en plus, et on va de plus en plus loin dans l'idée de produire en circuit sur une ferme, par exemple. Là, on a de plus en plus confiance que nos déchets vont faire du compost. Et encore, ça résout rien, mais on va de plus en plus loin là-dedans, d'accord, que sur une ferme, on va relier le sol, la terre, voilà, faire ça. Dans la mode, je pense que des gens comme vous sont en train
d'insinuer l'idée que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. C'est-à-dire qu'on va un jour trouver une économie dans la mode qui soit, enfin une industrie qui soit vraiment circulaire, c'est-à-dire qu'il y aura plus de déchets. Il y aura plus de déchets, on utilisera des ressources qui sont pleinement renouvelables, on les fera pousser. J'ai vu l'initiative d'une jeune femme au Québec qui travaille sur les couleurs. Tu as vu ça? Je sais plus. Malheureusement, j'ai oublié son nom, mais vous la retrouverez. Qui travaille sur les couleurs végétales. Elle a décidé de faire une ferme pour faire pousser à Montréal ses propres plantes pour faire ses vêtements, etc. Bon, et alors des gens comme vous qui sont en train d'utiliser les matières premières qui sont nos déchets textiles, mais qui sont des matières premières, et en train de dire, regardez, ce ne sont pas des déchets, ce sont des ressources, sont en train de montrer à tout le monde que c'est possible d'aller dans ce sens-là. Alors oui, il y a des industriels aussi qui s'y mettent, etc. Mais c'est vous qui êtes en train d'inventer ça, de créer les techniques aussi, de vous confronter à la réalité des problèmes techniques tous les jours et de les résoudre. Et un jour, ces problèmes techniques que vous êtes en train de résoudre, d'autres pourront les étendre à plus long terme. Je pense que la mode, elle a encore tout à faire là-dessus, mais tout, et que vous êtes les gens qui inventez comme ça partout. Oui, ce que les petites solutions qui paraissent dérisoires aujourd'hui face aux mastodontes et à la masse affolante de vêtements qui sont créés aujourd'hui, sans aucune préoccupation de circulaire, d'une économie circulaire. Mais c'est grâce à vous qu'on va pouvoir étendre tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir davantage, mais je pense qu'on va pouvoir passer aux questions pour vous. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer et apparemment... Non, vous n'êtes pas intéressé par le recyclage? Ah, question. Bonjour, merci. Vous voulez absolument pas me donner le microphone, c'est à cause de mon accent peut-être. Donc merci beaucoup tout le monde pour ces présentations passionnantes et passionnées. Moi, je suis curieuse à comprendre mieux sur vos consommateurs parce qu'on a touché un petit peu sur ce côté à l'époque. La personne qui cherchait du recyclage, du upcycling, etc. était un petit peu le Birkenstock woman, un peu, ou par exemple, un peu gritty muesli bar. On avait ces a priori de l'époque des gens qui étaient sensibles à ça. On sait pertinemment que ça change beaucoup. Par rapport à votre lancement de vos produits, vous avez eu une image de votre consommateur, vous avez un positioning dans vos marchés, à qui vous allez voler un petit peu de part de marché quand même. Est-ce que vous avez eu des surprises? Quels sont vos témoignages par rapport à ces consommateurs? Je pense à Anaïs, les jeunes qui cherchaient, je sais pas, Mage, Sandro, etc. Vous avez pu les récupérer? On récupère tout le monde. Non, mais c'est vrai que les personnes viennent avec une différente porte, enfin il y a différentes portes d'entrée dans ces marques-là. J'ai des clientes très chic, voilà, qui me disent écoute, j'en ai rien à foutre de tes idées. Moi, je la trouve canon la robe. C'est combien déjà? Donc il y a cette cliente-là un peu hype et tout ça, mais il y a aussi les étudiantes que j'ai eues en stage il y a 2 ans qui reviennent, qui me disent j'ai économisé, bah moi je veux cette pièce-là parce que tu comprends, je vais la porter. Elles me déroulent en fait le discours et en fait issu de leur réflexion. Et après il y a question. Ah voilà, réponse. Et effectivement, enfin,
comme tu le disais, il y a de plus en plus, si on feuillette les magazines, carrément dans les éditos, donc vraiment dans les photos mode, on voit une certaine marque, on va dire Gap par exemple, en coton recyclé. Et c'est super, parce que eux aussi, ils sont en train de se dire, de toute façon, pour drainer du trafic et ce drive to store, ils vont bien être obligés de créer des événements, de se mettre dans ce sillon-là. Et nous, en fait, petits créateurs avec un impact très faible, rappelons-le tout de même, on est là simplement pour inspirer, pour insuffler un mouvement, et pour que les grands, les gros, les mastodons s'inspirent des petits, nous piquent nos best practices, les appliquent et aient un vrai impact, parce qu'en réalité c'est eux qui ont un impact colossal. C'est 80 milliards ou 110 milliards de vêtements produits dans le monde, dont simplement ou seulement plutôt 20% sont recyclés. Effectivement, c'est à nous petits de faire du bruit, de montrer que c'est possible et qu'il y a un réel engouement, et surtout de s'adresser à tout type de personnes. Quand on me demande quelle est ta cible, je lui dis écoute, comme la chanson, 7 à 77 ans, enfin plutôt 17 à 77 ans, voire plus. La mère de mon associé, pour pas citer son âge, qui en a plus de 70, est sortie avec une petite combi short à fleurs magnifique, qui lui va superbement bien, tout simplement comme disait ton associé, parce que c'est des femmes qui vont assumer, qui se sentent bien dans leur peau, qui sont belles et qui se posent pas la question de est-ce que je peux mettre un combi short à 70 ans ou pas. Donc je pense que c'est hyper relatif. Et puis il y en a de 18 qui me disent ah non le pantalon je le veux pas à fleurs, je le veux en bleu marine. Et la question du prix. La question du prix, en fait, c'est vraiment une grande question, parce que souvent on me demande, que ce soit des interviews, même sur Europe 1, où ils nous posent la question, mais marque de bobos, comme on se disait tout à l'heure, non, c'est pas pour les bobos. C'est pas vrai. Moi, j'ai des gens, ils sont au SMIC ou qui sont stagiaires, mais c'est, comme me disait ma maman quand j'étais petite, c'est exceptionnel. C'est rendre en fait cette mode et cette façon de consommer exceptionnelle et conscient. J'ai répondu à ta question ? Bonjour. Alors, une des questions que je me pose, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est quels sont vos modèles économiques? Est-ce que vous vendez en direct? Est-ce que vous vendez à travers des multimarques? Comment êtes-vous articulé? Marcia. Alors, le modèle économique a pas mal oscillé depuis le départ, comme ça sert à ça, un modèle économique, hein, ça bouge. C'est comme les prévisionnels. Mais donc, au début, on a beaucoup fait des B2B. On a remarqué au bout d'un moment qu'on n'avait pas encore de marge pour les faire. On revient à la vente directe. Donc, on se dirige aujourd'hui plutôt au consommateur direct. Mais nous avons encore un certain nombre de boutiques qui insistent à nous acheter et qui nous sommes ravis de vendre, notamment en Allemagne et en France. Et donc, on a ce double modèle économique, B2C et B2B. Moi, j'ai commencé sur Internet. Enfin, les toutes premières ceintures vendues, c'était dans des boutiques partenaires qui nous proposaient de venir de manière ponctuelle. On avait commencé chez la Gentle Factory il y a 1 an, donc c'était cool. C'était rue de la Grande Chaussée à Lille. C'est sympa d'ailleurs parce que 6 mois après, on a fait une collab avec eux à Noël. On a vendu 50 ceintures en environ une dizaine de jours. Et donc on vend depuis essentiellement sur Internet. Là, on va passer bientôt le cap des 2000 ceintures vendues. Donc c'est cool aussi. Et on se met à la boutique. Demain à 10h, notre grosse collab du moment démarrera, du coup avec Cyrillus dans 40 magasins dans toute la France. Donc on les a livrés la semaine dernière. C'est cool. Bravo. J'ai oublié de parler évidemment des collaborations, ça c'est un peu notre avenir évidemment, profiter échanger les réseaux des grands qui ont envie de nous rajouter dans leur histoire. Donc on a quelques exemples de collaborations très très intéressantes et on va continuer certainement.
Au départ, moi, je voulais pas vendre sur Internet parce que je trouvais que c'était très important de voir les gens en vrai. Après, il faut savoir vivre avec son temps et que j'avais plein de choses à dire. Et donc, du coup, j'ai instauré un petit système qui s'appelle les ventes secrètes, qui permettait de se rencontrer, de faire des essayages et de bénéficier des conseils en style et morphologique. Et puis, très rapidement, après, je suis passée évidemment sur Internet parce qu'il y avait de la demande, où du coup, on est très précis, voire un peu trop pointu sur les tailles de la personne pour éviter tout simplement des billes en carbone et que les pièces se baladent et qu'il y ait des retours et on n'est pas chez Amazon à se dire oh c'est pas grave, je commande, je renvoie, c'est gratos. De mettre aussi de l'implication et d'une conscience dans l'achat. Et puis il faut bien y passer. Donc à la rentrée effectivement on va commencer à être distribué donc avec 3 premiers points de vente de niche à Paris et j'espère très bientôt dans des boutiques plus importantes. Et puis effectivement pour revenir à ce que tu disais, il y a des collabs qui frappent à la porte et si en termes d'éthique ou du moins de volonté de changement et d'implication ça suit, faut foncer parce qu'effectivement c'est vrai, des vrais tremplins de communication et de vente de volume aussi. Hein, on est dans le produit. Voilà. Alors on me fait signe qu'il faut qu'on commence la conclusion parce qu'il y a une autre conférence ensuite. Donc merci à vous d'avoir participé. Merci à vous également pour votre présence. Et voilà, pour prolonger les échanges, j'avais envie de partager avec vous un livre qui m'inspire beaucoup, qui vient tout juste de sortir, qui a été écrit par Majdouli Nesbaï, une mode éthique est-elle possible? Voilà, donc c'est un très très bon livre ressource. Donc voilà. Donc il y a tout un programme encore à venir. Donc je vous souhaite une excellente après-midi.